Bienvenue, madame, monsieur, à ce numéro de l'invité. Nous allons parler du processus électoral. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous sommes au mois de septembre de l'année 2022. Il s'agit d'une analyse prospective et même critique avec un acteur politique en la personne de John Omombo. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Merci surtout d'être revenu pour essayer de donner des éclairages sur quelques questions qui seront probablement des analyses critiques sur les opérations préélectorales et même sur les opérations électorales en soi. John Omombo, vous êtes président d'un parti politique, les Forces socialistes progressistes, et vous inquiétez un tout petit peu la CENI depuis un certain temps. Nous n'avons pas inquiété Je la sais CENI. que vous dites que vous êtes un partenaire de la CENI, oui, mais vos analyses qui sont de bonne foi inquiètent quand même. Je ne sais ou pas dérangent. Je ne sais pas si ça doit inquiéter ou déranger la CENI. Par contre, c'est nous qui avions fait part de nos inquiétudes profondes, des inquiétudes sur la question du processus électoral. Et nous avions saisi la Commission électorale nationale indépendante depuis le 27 juillet. Nous avons écrit, ça fait plus de mois que la CENI ne nous a jamais répondu. Par contre, lorsque nous avions fait la conférence de presse le 24 août dernier, et c'est à cette conférence-là que la CENI a préféré répondre sur un ton tel un militant qui s'adresse à un parti opposé. Voilà, donc nous avons déploré cette approche, mais nous voulions que tout le monde comprenne que notre démarche, elle est véritablement républicaine, parce que nous tenons à des bonnes élections, mais dans le respect du délai constitutionnel. C'est bien de rassurer les parties prenantes qu'on va organiser les élections dans les délais constitutionnels, mais nous voulons veiller à ce qu'il y ait des bonnes élections, c'est-à-dire des élections inclusives, participatives, transparentes et apaisées. John Omombo, vous ne vous en cachez pas, en tout cas vous dites que vous êtes un partenaire de la CENI. Est-ce que ce sentiment est réciproque? Vous pensez que vous vous considérez en retour? Est-ce que la CENI vous traite comme un partenaire aussi? C'est la réalité, ce n'est pas un problème de se considérer. Dans une élection, il y a l'OGE qui est l'organe de gestion des élections et les parties prenantes sont tous partenaires, sont toutes bien sûr partenaires de l'organe qui gère les élections. Ici, pour le cas de la RDC, nous avons la CENI. Et donc, ça, c'est un langage qui est approprié pour le jargon électoral. Toutes les parties prenantes sont des partenaires. On est en partenariat avec la CENI pour justement des bonnes élections. C'est comme ça que nous devons, nous aussi, chaque fois que nous avons des inquiétudes, recourir à la commission électorale pour alerter, attirer son attention sur les règles de jeu qui doivent être respectées. La CENI n'agit pas sur base de sa propre volonté. Elle a des instruments juridiques que le législateur a mis à sa disposition pour gérer les élections et les organiser. Justement, on va parler de ces règles de jeu qui doivent être connues, publiées et respectées par tous. D'emblée, est-ce que les opérations préélectorales se déroulent comme il se doit? Nous avons constaté que les opérations préélectorales ont été mal hiérarchisées. Il y a même une certaine opinion qui pense qu'il s'agit d'une hiérarchisation frauduleuse, anarchique des opérations préélectorales. Nous partons du 16 août, le 16 juillet. Nous sommes au Palais du Peuple, c'est le premier cadre de concertation du bureau Kadima. C'est le président de la CENI lui-même qui insiste, il dit ceci sans préjudice des mots, il dit clairement que pour ce qui est de la cartographie, la cartographie électorale, elle a atteint sa phase ultime. Et puis il insiste en disant, cette fois-ci, nous avons tenu compte des critiques antérieures, nous avons tenu compte des distances qui séparent les électeurs des lieux des bureaux de vote et des obstacles à parcourir. Et vers la fin, il insiste, c'est le président de la CENI encore une fois qui insiste en disant, pour ce qui est du fichier électoral, cette fois-ci, nous devons reprendre à zéro parce qu'on estime que ce fichier a fait l'objet de beaucoup de critiques. C'est-à-dire que la CENI aujourd'hui est sans fichier électoral, la CENI ne connaît pas
les électeurs. Oui. C'est comme ça que le 27, nous avons écrit à la CENI pour lui faire part de nos inquiétudes. Parce que nous avons regardé, nous avons constaté que cette information qui nous a été livrée par le président de la CENI, qui nous a informé que la CENI a déployé 9000 préposés sur l'ensemble de la République pour cette opération de cartographie. Lorsqu'il a parlé des distances, nous avons vite compris qu'il s'agit là de la violation de l'article 47 bis de la loi électorale. Parce que cet article nous dit clairement que la cartographie électorale est élaborée, définie en tenant compte des distances qui séparent les électeurs des lieux des bureaux de vote, des obstacles à parcourir, etc. Et puis l'alinéa 2 précise encore que la CENI publie la cartographie 30 jours avant la campagne électorale. Ce qui signifie clairement que cette opération de la cartographie électorale intervient intervient pratiquement à l'approche des élections. Donc ça ne peut pas intervenir avant même l'opération. Alors, quand le président de la CENI dit que nous avons tenu compte des distances, il s'agit de quelles distances? Parce que vous n'avez pas encore de fichier électoral. Comment vous allez calculer ces distances? Parce que vous ne savez pas où sont les électeurs, où est-ce qu'il faut faire, alors que logiquement, c'est une opération de repérage qui devait être faite avant. C'est comme ça que nous avons saisi la CENI. La CENI nous a répondu par le silence. Comme on le dit, on répond à un imbécile par le silence. Mais nous avions encore une fois préféré passer par voie de presse pour tenir une conférence de presse parce que nous voulions obtenir un éclairage de la CENI sur la violation de cet article. Malheureusement, toutes les réponses qui ont été fournies par la CENI sont contradictoires. J'ai trouvé qu'il y a une contradiction. Bien sûr, est-ce que la CENI a reconnu cette erreur de hiérarchisation? Elle n'a jamais dit que nous avons menti. Elle a dit qu'il ne faut pas confondre. J'ai avec moi le communiqué de la CENI. Un communiqué, quand vous lisez ce communiqué, c'est vraiment un militant qui a rédigé ce communiqué. Ce n'est pas un langage approprié pour une commission électorale qui est appelée à utiliser un langage sympathique, un langage conciliant. On dit que ils disent que c'est une confusion. Alors, la confusion, c'est à quel niveau? Entre le communiqué signé par le rapporteur de la CENI et les propos du président de la CENI qui engage l'institution auprès des tiers, on doit tenir compte de quoi? Et là, il y a une contradiction. Ils n'ont jamais dit que FSP, parti politique, avait menti. Par contre, ils reconnaissent qu'ils vont publier cette cartographie. Mais la question que nous nous posons, lorsque le président nous dit on a tenu compte des distances, il s'agit de quelles distances? C'est ça notre crainte, parce que les centres d'inscription sont automatiquement transformés en bureau de vote après l'enrôlement des électeurs. Ce qui fait que nous avons des inquiétudes pour ne pas donner raison à une certaine opinion qui estime que la CENI prépare une fraude à grande échelle. Parce que si on dit, en termes de proximité, qu'il faut installer un centre après chaque 3-4 kilomètres, chez nous, il y a des espaces de plus de 30 kilomètres dans la forêt. Allez par exemple même sur la forêt, le parc de Virunga. Combien on peut installer des bureaux fictifs à ce niveau-là? C'était ça notre inquiétude. Alors on veut bien savoir pourquoi la CENI a commencé par la cartographie. Est-ce vraiment, comme le dit cette opinion-là, qu'il s'agit d'une fraude qu'on est en train de préparer ou une erreur d'interprétation des textes, un amateurisme? Vous, en tant que président d'un parti politique, vous connaissez bien le milieu de la CENI. Comment vous interprétez cela? Non, je n'ai aucune interprétation à faire là-dessus. J'ai juste fait un constat, c'est que la CENI, dans son communiqué, je peux vous lire rapidement un paragraphe, la CENI insiste et dit que c'est à elle seule que revient le pouvoir d'organiser les élections et toutes les parties prenantes doivent se référer à elle et à elle seule pour des échanges sur la question du processus électoral. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est le communiqué du 1er septembre. Mais la CENI oublie que nous, en tant que partie prenante, nous avions écrit pour obtenir un éclairage sur cette question-là. Depuis le 27 juillet, la CENI ne nous a jamais répondu. Elle n'a jamais répondu. Et où est-ce qu'on en est avec cette cartographie? Elle a pris fin. Nous et avons demandé, n'attend que la publication ou elle continue toujours? Mon parti politique continue à demander l'annulation des données cartographiques qui ont été validées par la CENI parce que la procédure n'a pas respecté la loi. Pour nous,
d'après les informations que nous avait fournies le président de la CENI, il s'agit d'une violation de la loi et nous demandons qu'on puisse annuler ces données cartographiques qu'on a validées dans une précipitation incroyable et qu'on organise des bonnes élections. Alors, vous décriez un autre tâtonnement en dehors de cette hiérarchisation mal placée par la CENI. Il y a ce tâtonnement dans le recrutement aussi. Vous sentez qu'il y a un problème. La CENI a lancé un communiqué pour le test. Ils ont fait, les candidats ont fait le test. Et puis finalement, à l'approche de la date prévue pour la publication des listes de ceux qui devraient être les membres des centres d'inscription, c'est-à-dire travailler dans les centres d'enrôlement, la CENI publie encore un autre communiqué pour reporter la publication de cette liste et elle évoque comme motif le volume élevé des dossiers à traiter. Et immédiatement après, on se rend compte que la CENI lance encore une autre opération, c'est l'opération, un atelier pratiquement des experts pour faire une nouvelle écriture des mesures d'application de la loi portant inscription et identification et enrôlement des électeurs. Il y a un problème. Et on se rend compte, vous comprenez, donc c'est comme si en lançant le test, elle s'est rendue compte qu'il fallait commencer par les mesures d'application de la loi qui organise l'identification et l'enrôlement des électeurs. Il y a tâtonnement. Il y a encore un autre problème. Quand vous lisez... Est-ce que tâtonnement, ça veut dire on ne connaît pas les choses? Mon cher ami, non, je n'ai pas dit qu'on ne connaît pas les choses. Pourquoi vous êtes trop réservé avec les mots comme ça? Non, non, je ne suis pas réservé. Oui. Mais ne me poussez pas à dire ce que je ne vais pas dire. Allez-y. La CENI n'est pas un parti politique. Elle doit utiliser un langage conciliant, mais nous devons veiller sur le respect des règles du jeu. Les élections, c'est une compétition. Et nous voulons des bonnes élections. Un autre problème que j'ai noté, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais nous sentons qu'il y a un problème. Regardez, quand vous lisez le communiqué de la CENI du 1er septembre, dans ce communiqué, il est dit clairement que la commission électorale a procédé à la signature du contrat pour la production des kits électoraux avec l'entreprise sud-coréenne, je crois Miru System. Oui. C'était le 17 juillet. Quand vous regardez dans le calendrier, ça c'est dans le communiqué, le 17 juillet c'est un dimanche. Retenez bien. Mais la décision d'attribution de ce marché à la société Miru est signée par le président de la CENI le 25 juillet. Donc, on a signé un contrat pour la production avec l'entreprise sans avoir d'abord décidé d'attribuer le marché. En termes de dates, j'ai le communiqué avec moi ici. Mais vous l'avez. Je vais terminer. Reconnaissez au moins qu'il y a eu appel d'offres. Non. AGT sont devenus sur cette entreprise sud-coréenne justement parce qu'elle proposait, justement, son offre était acceptable avec un coût minimisable, mais avec des matériels très costauds. Nous voulons justement la transparence. Oui. Le 16 juillet, le président de la CENI a évoqué cette question. Et il nous a dit qu'au moment où il était en train de nous donner les informations sur l'état actuel du processus électoral, personne de la CENI ne connaissait justement qui allait gagner ce marché. Mais je constate que dans le communiqué du 1er septembre, la CENI nous informe qu'il y a eu un contrat qui a été signé le 17 juillet. Et c'est le 25 juillet qu'il y a une décision qui attribue le marché à la même société. La question qu'on se pose, est-ce qu'on signe le contrat avant de prendre la décision d'attribuer le marché? Moi, je ne connais pas, il faut poser la question aux spécialistes des marchés publics. Mais dans la logique des choses, avant de procéder à un contrat, il faut d'abord prendre la décision d'attribuer le marché parce qu'on suppose qu'il y a eu plusieurs soumissionnaires qui ont donc demandé justement ce marché-là. Ça, c'est un problème. Maintenant, quand on revient dans la même décision du 25 juillet, il y a des coquilles, il y a des petits problèmes. Dans les visas, on vous dit, vu la loi relative 10/010 relative, vous comprenez un peu, au marché public. Ça, c'est un problème. Le deuxième, dans les visas... Et le problème, c'est quoi là-dedans? Il y a un problème de formulation. Demandez aux juristes. Peut-être on a écourté peut-être la loi. Je vais vous expliquer, il y a un problème. Laissez-moi vous expliquer. Un problème de protocole. Il y a un problème. La décision de la CENI a été signée le 25 juillet. Mais dans les visas,
la CENI évoque l'avis de non-objection émis par la Direction générale de contrôle des marchés publics. Cet avis de non-objection a été émis, selon la décision, le 25 juillet. Mais la plénière de la CENI, je constate qu'elle a siégé. Avant. Non. J'ai dit, l'avis de non-objection évoqué dans la même décision a été émis le 25 juillet, mais la décision prise par la CENI pour attribuer le marché a été signée la même date. La question que je me pose, quand est-ce que la lettre est venue de la direction des marchés publics et au même moment la CENI attendait, la plénière attendait justement pour siéger et le même jour on fait ça. Mais en même temps, il y avait déjà une équipe de la CENI qui était en Sud-Corée, en Corée du Sud. Et j'ai appris qu'ils étaient déjà en train de fabriquer. J'ai suivi ça sur un média. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'ils ont finalement il y a Madame Patricia Sea qui est en Sud-Corée ou en Corée du Sud actuellement avec une équipe de la CENI. Je vous signale qu'elle a signé un communiqué du premier. Oui, le premier. Il y a un troisième problème. Vous dites également qu'il y a un problème de constitutionnalité de la loi. L'inconstitutionnalité. Oui, c'est un problème de constitutionnalité. C'est l'inconstitutionnalité justement de la loi cadre sur la CENI. La loi organique. Oui. La loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI, cette loi qui désigne même les membres de la CENI. Cette loi, en son article 24 bis, viole les 2 ou 3 articles de la Constitution. D'abord, l'article 1er qui consacre la laïcité. Article 1er, alinéa 1er. Deuxième article, c'est l'article 12 qui consacre l'égalité entre tous les Congolais. Le troisième article, c'est l'article 13 qui dit qu'en matière d'accès aux fonctions publiques, aucun Congolais ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Mais l'article 24 bis de la loi organique qui organise la CENI indique clairement que le président de la CENI est désigné par la société civile, confession religieuse. Il y a des ONG qui œuvrent dans le domaine des élections, mais qui ne confessent pas des foi religieuses. Il y a discrimination. On va aller vite, puisque nous restons peu de temps, mais on sait que ce sont les confessions religieuses qui élisent le président de la CENI. Ce n'est pas la première fois. Ça c'est la tradition extra-légale. Oui. Il faut laisser la société civile elle-même s'organiser. C'est une tradition qui existe, mais ça ne devrait pas être mentionné dans la loi. La société civile est tolérée par la loi parce qu'elle fait partie des composantes de notre République. Il y a 3 composantes. Il y a la société civile, il y a l'opposition, la majorité, donc les forces politiques et sociales dans leur ensemble. Oui. Et donc, cette loi viole la laïcité consacrée par la CENI. C'est comme ça qu'on regarde tous les problèmes, même les problèmes d'ordre logistique et tout ce qu'on voit comme problème que la CENI, dans les actes posés par la CENI, nous avons compris qu'il y a un problème. Il faut un dialogue électoral constructif. Justement, c'est la dernière question que je voulais vous poser. Face à toutes ces irrégularités, vous prenez le dialogue. Nous prenons le dialogue. Le dialogue va constituer à quoi? Le dialogue ne va pas nous amener à un autre glissement. Non, le dialogue aura une thématique claire, c'est la question du processus électoral. Tout ce que la CENI est en train de faire, quand vous regardez, on sent qu'il y a le forcing. Mais elle nous rassure, c'est ce qu'elle doit faire, c'est nous rassurer qu'il y aura des élections dans les délais constitutionnels. Mais nous disons, il faut des élections dans les délais constitutionnels, mais il faut des bonnes élections organisées dans les bonnes conditions. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de considérer les élections comme un simple rituel pour plébisciter les meilleurs. Ou bien un simple... Comment ça va se passer ce dialogue pour terminer justement? Non, nous avons écrit à l'autorité suprême de la République, le président de la République, chef de l'État, qui est le symbole de l'unité nationale, nous lui avions suggéré humblement de convoquer ce cadre d'échange pour qu'il y ait des bonnes élections dans le délai constitutionnel. Il peut user de ses prérogatives constitutionnelles. On a ces élections dans le délai, mais des élections dont les résultats sont loin des contestations majeures. Parce que nous sommes préoccupés par un souci, c'est que l'Afrique ne doit toujours pas être la zone du chaos chronique. L'Afrique doit avoir des périodes, des climats post-électoraux qui sont apaisés. Après les élections, il faut qu'il y ait la paix. Donc il faut qu'il y ait une certaine inclusivité. C'est comme ça que ce dialogue va permettre de rechercher le consensus et de rétablir la confiance entre les parties prenantes, notamment entre elles-mêmes, et vis-à-vis aussi de la CENI. J'allais vous poser une question sur le rôle que devrait jouer justement la population, les citoyens, et le rôle des partis politiques, mais malheureusement, on n'a plus de temps. Quel rôle? Parce que nous sommes partis politiques,
nous sommes là pour exprimer l'opinion de la population. Et vous êtes seul jusque-là, vous prononcez sur toutes les irrégularités. Oui, parce que nous avons pris ce courage d'alerter la CENI. Nous voulons aider la CENI à comprendre qu'il faut respecter les conditions pour ne pas donner prétexte à d'autres personnes. Pour avoir accepté de nous donner tous ces éclairages. On était ensemble lors d'une précédente émission, mais cette fois, on a eu le temps en ce jour de mon anniversaire, j'ai quand même heureux anniversaire à vous, malheureusement. Heureux anniversaire à vous. Vous avez 40 ans aujourd'hui. Alors, il y a une grande fête prévue justement, mais on en parlera une nouvelle fois. Mais que la CENI comprenne que nous, on n'est pas opposés à sa démarche. Oui. Nous sommes partenaires dans la question des élections, mais ce que nous disons, elle ne doit pas nous traiter comme des adversaires politiques. Merci. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro de l'invité.